Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Olivier Dubois, figure de la danse contemporaine, chorégraphe de For Gods Only au Théâtre du Rond-Point du 28 novembre au 7 décembre. Olivier poursuit sa collection de sacres avec Marie-Agnès Gillot, Étoile éternelle, comme soliste dans le rôle de l'élu. Il raconte ici son chemin de création, nécessaire et fascinant. On l'écoute avec joie. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec les équipes du Rond-Point. Pour en savoir plus sur Olivier Dubois, je vous invite à écouter l'épisode 26 de Tous Danseurs. Bonjour Olivier. Bonjour Dorothée. Merci d'être là, en face de moi, mais vraiment tout près. C'est extraordinaire de passer ce moment avec toi. Je suis ravi d'être là. Avec ta voix grave. Avec ma voix grave, ma voix de l'hiver. Exactement, que tu avais déjà posé dans le podcast Tous Danseurs, mais c'était au tout début. Ah oui. On avait fait un long épisode, un épisode fleuve qu'on peut réécouter. Absolument. Où tu racontais tout ton parcours. Aujourd'hui, on va pas refaire ça. Non. Il y a des nouveautés, mais non. Et t'es heureux du chemin Je suis très heureux, particulièrement en ce moment, puisque j'ai pris la direction, je sais pas si tu sais, du festival international de Bolzano. Et c'est passionnant parce que ça a été un instinct, cette candidature. Elle n'a pas été dans de carriériste, je dirais. Elle a été vraiment dans un très instinctif, cette démarche. Et je la comprends maintenant, en ayant commençant à voir naître tranquillement le projet, parce que j'ai écrit une trilogie. Et je me dis, voilà, je comprends pourquoi maintenant d'avoir envie de retrouver une famille d'artistes. Et je pense que j'avais marre d'être seul. Et puis voilà, et c'est passionnant d'apprendre. C'est-à-dire, je me dis maintenant, entre une carrière d'interprète, une carrière de chorégraphe, carrière de directeur d'une institution nationale, maintenant d'un festival, et je me dis, c'est génial parce qu'en fait, le spectre de connaissances, il est vaste et tout se répond, est utile en fait, et c'est passionnant. Je me dis, j'aurais jamais imaginé cette vie, donc c'est génial. Tout est utile, tout ce que tu as fait, mais c'est à chaque fois une occasion de se réinventer aussi, de construire des nouvelles familles artistiques. Oui, et de douter. Le bonheur de douter. De douter, d'exister dans le doute aussi. Ouais, oui, absolument. C'est ça. Donc tu fourmilles d'idées, de projets pour ce festival dont tu as pris la direction. Et aujourd'hui, l'artiste, le chorégraphe que tu es, t'es heureux ? Ouais, je suis très heureux. Mais alors c'est toujours une question, je pense, particulière quand on pose aux artistes. Être heureux parce que l'on crée. En fait, créer, c'est rarement c'est un moment peut-être chez moi, je dirais, de soulagement, parce qu'on se vide de cette bile noire, toujours la même chez moi. C'est-à-dire précis. Non, je suis un mélancolique, donc je suis quelqu'un d'extrêmement joyeux, qui aime la vie, oui, mais la création, voit, elle est sombre, c'est vraiment comme une sorte de bile noire qui se remplit comme ça, et il faut s'éventrer pour la laisser s'échapper et continuer. Évidemment, la cicatrisation prend de plus en plus de temps, donc c'est pour ça la notion de bonheur, elle est, je sais pas si c'est celle-ci, le bonheur, de toute façon, c'est peut-être proche d'une vie d'artiste, elle est tout le temps dans sa quête d'un accomplissement, de s'en rapprocher au plus juste, au plus près, et d'essayer de le préserver, parce que c'est vrai que le bonheur mais je pense pour tout le monde, dans n'importe quel corps de métier, le bonheur est attaqué. Nos bonheurs sont parce que je crois qu'il y a un bonheur, nos bonheurs sont attaqués, et il faut se bagarrer de plus en plus fort pour les préserver. Mais est-ce que toi, tu as une forme de libération à chaque fois ? Chaque création franchie, c'est une étape. Tu grandis, tu te libères de quelque chose, tu avances. Je sais pas si je libère, mais ta bille noire. Tu sais, moi j'ai toujours cette passion pour Marina Tsvetaeva, tu sais, elle vivre dans le feu, et je dis, si je crée pas, je brûle. Donc en fait, il y a une urgence qui n'est pas de l'ordre du, je dirais ça se passe, oui, on grandit, oui, on apprend, oui, on
on affine, oui, on permet à ceux qui nous suivent de nous rencontrer plus personnellement, parce qu'en fait, je crois qu'on rencontre la personne, la femme, l'homme, quand on a la chance de voir plein d'œuvres. C'est-à-dire qu'il faut lire toute la comédie humaine pour rencontrer Balzac. Et c'est pareil. C'est pas en lisant une œuvre qu'on n'arrive pas en voyant une œuvre. Donc là, on se dévoile aussi. Mais voilà, on continue à travailler sur ses obsessions. Oui. Et le sacre est une obsession, a priori, puisque ça revient chez toi. C'est toute une collection, la Cocu et Graines. Ouais. J'ai déjà 3 en tête. Non, voilà, 2012, 2014. 3 prochains encore en tête. Tu vas nous raconter tout ça. Non, je ne peux pas dévoiler, parce qu'il y en a, il est super. Non. Et alors, pourquoi ce sujet du sacre revient? Alors, ça, c'est de la question un peu facile, mais... Pareil, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a des maturités très lentes, en fait. Je crée très vite. Mais j'ai maturité très lente. En fait, quand ça arrive, c'est que c'était déjà prêt depuis longtemps. Je ne suis pas tellement conscient du pourquoi et du comment. Mais quand j'ai fait cette première en 2012, Prête à baiser. Avec Édouard Rue. Ouais, avec ce long baiser d'1 heure assez violent, hein, puisque on finit en sang quand même. Donc, mais littéralement en sang. Je me suis dit, tiens, c'est passionnant d'approcher le sacre à chaque fois de différents angles et ne jamais monter un grand sacre puisqu'il a été très bien fait. Pourquoi mais plutôt le sacre c'est au service de l'œuvre que je crée. C'est pas je crée le sacre du printemps, ça m'intéresse pas, mais le sacre est à mon service et de ce que je veux questionner et voilà, c'est assez vaste et puis c'est tout quand même, je pense que évidemment pour les danseurs, pour les chorégraphes, évidemment pour l'histoire de l'art aussi, cette œuvre est oui, puissante, mais elle est plus je la travaille et plus j'en vois la richesse, la complexité, la profondeur, la pop à l'intérieur. Il y a plein de choses, c'est incroyable. Et j'aime énormément évidemment cette œuvre-là, mais je m'en sers vraiment parce que la première pièce, donc en 2012 après Prête à baiser, en 2014. Germaine Acogny. L'élu, mon élu noir. Ton élu noir. Qui répondait encore une autre question, enfin du moins, ouais, parce qu'on fait que poser des questions. Et maintenant For God's Only avec Marie-Agnès Gillot. Très bien. Mais à chaque fois, un élu. Oui. Un sacrifice. Oui, absolument. C'est ce qui revient quand même. C'est les grands marqueurs. J'ai bien suivi le sacre. Voilà, c'est bien. Merci de respecter ça. Il faut mourir à la fin. D'ailleurs, on va revenir sur ça parce que Marie-Agnès, que j'ai interviewée il y a quelques jours, me dit que c'était pas forcément facile de mourir en scène. Non. Ça réveille aussi des choses. J'imagine que c'est ce que tu travailles aussi quand tu choisis quelqu'un comme ça pour monter à bord de ce projet. Et alors, qu'est-ce que ces sacres racontent de toi à chaque fois? Je pense déjà dans le choix, on va prendre surtout pour Germaine et Acogny et Marie-Agnès, je crois qu'on a cette chose en commun, c'est que la première, c'est je pense qu'on n'est jamais rentré sur scène sans jouer notre vie. Mais vraiment, ça peut paraître un peu too much, un peu 70-80, mais en fait pas du tout. Il y a de l'ordre de l'urgence et vraiment de mettre tout en jeu, tout. Et on porte ça. Donc je pense que la première chose, c'est que je rencontre des interprètes qui sont de la même famille, c'est les écorchés, déjà. Mais pas des écorchés qui ont forcément une revanche contre la vie, mais où l'art a été le moyen de s'en sortir, le moyen de continuer à dialoguer. Et je pense déjà c'est la première chose, c'est que ce sont des extensions, des doubles, je ne sais pas, de moi, on se rencontre, pas que ce soit la même chose, mais ce que je veux dire, c'est je vais chercher des gens qui ont le même rapport à l'art, au théâtre et probablement à la vie. Est-ce que tu projettes sur eux ou est-ce que c'est ce qu'ils sont vraiment? C'est ce qu'ils sont vraiment. Ouais. Et je pense qu'ils n'acceptent que parce qu'il y a cette vibration commune, ou alors peut-être cette cicatrice peut-être commune, mais je pense qu'il y a aussi ce que je fais dans mon travail avec les interprètes toujours, c'est le monstre. Il y a des monstres, sont des monstres. Mais pour le monstre, il faut le secouer. Comme j'en avais déjà probablement parlé, il doit y avoir on doit soumettre son corps à de très grandes turbulences pour que le monstre surgisse. Et ce monstre, il est poétique. Ce monstre, il est universel. Ce monstre, il nous permet de tenir droit. Et donc Marie-Agnès Gillot, comment vous êtes choisie? Je l'ai choisie. Je l'ai appelée. J'ai dit voilà, j'ai ça, comme ça. Et elle m'a dit on y va. Très bien. Aussi pareil, c'est des instinctifs. Tu la connaissais? Vous aviez déjà travaillé ensemble? Non, jamais, absolument pas. Moi, je la connaissais comme interprète. C'est pas la raison. Parce que c'est pas la raison. Ça, c'est pas quelque chose qui m'impressionne. Il faut vraiment aller très loin pour. Non, je suis pas impressionné.
ce qui m'a Par contre, dans ton note d'intention, tu dis que voilà, tu as beaucoup d'admiration. Admiration, absolument. Oui. Mais pour une chose qui est celle de la... Je pense qu'elle met sa vie en jeu, elle met son corps, elle soumet son corps à des violences et au service absolument de l'œuvre, et elle réussit à super exister encore plus dans cette d'être dédiée et pourtant d'exister encore plus fortement. Donc il y a de l'abandon et à la fois une sorte de triomphe en même temps dans l'abandon. C'est incroyable. Donc c'est comme s'il y a une profondeur et une hauteur qui se rencontrent. Et voilà, et je crois que chez Marie-Agnès, c'est ça, et c'est cette capacité à la métamorphose. C'est-à-dire que, je dis souvent, c'est marrant, parce que la première fois que j'ai rencontré Marie-Agnès dans la rue, je me dis, mais bon, je l'avais vu sur scène, mais je dis, tiens, c'est différent. Et c'est ça. C'est-à-dire que sur le plateau, c'est quelqu'un d'autre, mais vraiment quelqu'un d'autre, physiquement, visage, les yeux, tout. C'est comme une métamorphose immédiate. Et ça, c'est passionnant, c'est mystérieux, c'est de la possession. C'est très beau, c'est mystique un peu. Et elle se met à ton service, c'est ce qu'elle dit, en tout cas, qu'elle est malléable et que c'est toi qui... Je sais pas, non, malléable, c'est pas ça. C'est qu'elle est au service parce qu'elle est une interprète et qu'elle aime aussi parce que quelle prise de risque. Il faut savoir qu'au moment où je propose à Marie-Agnès ce solo-là, Marie-Agnès a arrêté de danser. Donc, comme Germaine, elles ont arrêté de danser à ce moment-là. Et la prise de risque est colossale de se remettre avec la visibilité et le don qu'elle porte et la carrière qu'elle porte, de se remettre sur le plateau, de se remettre en jeu. C'est beaucoup il y a un risque, il y a des peurs de ne plus être ce que l'on attendait de vous. Et c'est là où on rejoint Forgols. C'est cette question de cette légende, de ce souvenir que l'on a et qu'on veut, nous, spectateurs, ne jamais voir autre. Mais les gens avancent, changent, et pourtant on va retrouver cette même chose-là, mais sous un autre endroit. Donc je la trouve extrêmement courageuse. Et le service, oui, à un moment, effectivement, il y a des résistances parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut aller chercher que celles qui étaient probablement des outils, je dirais, d'opéra, de ballet, qui, moi, me fascinent et ne m'intéressent pas. Mais la femme qui est là, avec ce parcours, cette vie, ce qui se dit quand on la voit, c'est pas ça, oui, ça me passionne largement et ça me fascine. Et elle me disait que vous avez procédé par... Tu avais fait appel à ces souvenirs enfouis pour aller chercher la femme, c'est ce que tu es. Et oui, effectivement, il y a cette étape nécessaire de se délester. Voilà, de se délester, de se livrer, de te raconter, raconter dans toutes ces sous toutes ces facettes, c'est ça. Et puis il y a beaucoup de pudeur, mais il fallait délester, il fallait utiliser aussi. C'est comme il y a toute une partie qui est sur la ces gestes qui racontent des histoires dans le ballet, on appelle ça la pantomime, ou voilà, c'est un autre mot. Et en fait, vous dites, voilà, vous roulez les mains, c'est l'amour, vous pointez du doigt, c'est là ou toi, vous baissez les bras en faisant une sorte d'ondulation et vous avez un lac. Voilà. Et donc, il y a tout un vocabulaire. Moi, j'en connaissais un peu, mais elle m'a fait découvrir qu'on peut écrire un roman. Et j'ai dit, on y va, on va raconter l'histoire. Et en fait, j'ai écrit un texte. Composé gestuel. Ouais, et du coup, la gestuelle est née de ça, et il fallait se délester de cette... Il y a une première partie dans ce sacre qui est vraiment de se délester et de peut-être dire, voilà, c'est ça que vous voulez, ça existe, maintenant c'est fait. Et si on passait à autre chose. Et voilà. Donc la première partie, c'est ce que tu es en train de dire, c'est la réminiscence d'une gestuelle déjà acquise, finalement, mais qu'on raconte. Qu'on détourne, parce que le décor, là où on est, absolument, c'est le réveil d'un samouraï, donc c'est le réveil évidemment d'une guerrière, c'est le réveil d'une des dernières, je dirais, de son espèce, et qui va parler avant de mourir. Et c'est ça qui est beau, c'est que on se dit voilà, il faut qu'elle parle, et à un moment ça va se dévoiler, cette armure va se poser, mais comme l'armure de cette danse qu'elle maîtrise, et à quel moment il faut là aussi la s'en délester pour qu'on ne la cherche plus. Et donc on assiste à ce moment unique, quel privilège. J'espère, mais là on est au début. En fait, c'est étonnant parce qu'on l'a créé quand même quelques temps, mais pas longtemps, mais on est encore au début parce que je pense qu'avec Marie-Agnès, maintenant on a un grand travail à faire ensemble d'aller encore plus en profondeur, d'aller plus loin, de s'autoriser, de ne pas avoir
peur parce que voilà, il y a plein de... Mais vous savez, c'est un travail. Quand on fait quand on fait un solo, on prend l'entièreté de cette personne et aussi on prend ses doutes, on prend ses peurs, on prend ses forces bien sûr, on prend ses capacités, mais tout ça se construit au fil du temps. Et comment on crée le climat propice au dialogue, à l'échange profond et sincère, parce que c'est ce que tu dois obtenir de Marie-Agnès? Comme je fais toujours, je suis très honnête, mais jamais, toujours très bienveillant. Je suis quelqu'un de très très bienveillant au travail, même si plein de gens paraît-il pensent que je ne le suis pas. Je suis extrêmement bienveillant, je prends un soin au maximum des choses, et en face, quand on a des personnalités, comme on va dire comme Germaine ou Marie-Agnès, il faut arriver prêt. J'arrive de toute façon toujours très très près au travail. Je sais ce qu'on veut faire, ce que je veux faire. Donc tu avais tes images, l'histoire du samouraï par exemple, c'est quelque chose. J'avais un déroulé de tout. Tu l'avais construit comment ça? Ouais, j'avais fait mes petits sketchs, mes choses, et puis après, évidemment, les choses se déplacent. Tiens, on va mettre ça devant. Aujourd'hui, on va essayer ça. Demain, on va essayer ça. On va essayer ça. En fait, c'était déjà toute la première partie, ça a été avec une direction très très claire de ce que l'on voulait essayer et amener, et pas alors on fait quoi et on va prendre le temps de. Ça marche pas avec ces gens-là. Il faut aller vite, il faut les attraper. Il faut brûler le temps. Oui, et il faut les déborder pour qu'ils se livrent. S'ils sont bordés, ils ne se livrent pas. Non, il faut les déborder. Il faut vraiment Vraiment, on me disait, mais je n'en peux plus, c'est tellement d'informations. Je dis, oui, c'est là, on va surgir de l'instinct et de la vérité. Et l'authenticité, peut-être. Le costume était déjà prêt, en fait? Il n'était pas déjà prêt, mais je savais ce que je voulais. Donc, on était en train de le construire en même temps. On a travaillé avec Morgan Chimber sur la réalisation et du décor et du costume, avec Collab qui fait de la recherche sur les... donc Collab, c'est sur le banc, donc ça c'est aussi, on a travaillé avec un partenaire pour faire un banc qui soit absolument dans le critère du banc japonais. On a travaillé avec une boîte sur les passettes en cuir, donc sur le cuir végétal, et comment ça arrive à faire des recherches pour que ça tienne, mais ça ne tenait pas vraiment, et en fait on est y arrivé. Un détail pour toi, mais c'est pas un détail, vous vouliez du cuir végétal parce que c'était important, que ce soit éco-conçu. Oui, c'est important parce que en plus ils sont en recherche aussi là-dessus, et je trouvais ça passionnant d'avoir d'avoir un peu cette pensée, en sachant que si on n'y arrive pas, parce que c'est la technologie n'est pas encore complètement au point, on aura essayé, et voilà, et c'est très bien. Donc il y a quand même ce territoire du Japon qui est là. C'est ce que tu aimes? Oui, j'aime, mais je ne connais pas. C'est-à-dire que je vais être j'aime, je connais, de ce que je connais, mais je pense que le Japon, ça me fait penser souvent au pays du Golfe, qu'on connaît peu d'ailleurs, mais parce que j'ai vécu en Égypte pendant très longtemps. Et en fait, c'est des façons de penser, le Japon. Si vous n'êtes pas japonais, né japonais, c'est impossible. Donc, comprendre le méandre, le modèle, même asiatique en général, pour nous, c'est très difficile. Tout comme pour eux, on doit paraître assez compliqué. Donc, il y a des choses, en revanche, qui m'étaient importantes sur la question sur le samouraï, sur l'honneur, sur la discipline, sur la dévotion, sur le service, qui sont des choses qui sont très très proches de ce que je porte sur les valeurs de l'interprète. Et c'était aussi une manière de la déplacer, Oui, déplacer, puis à la fois c'est quand même extrêmement... ça a une structure très très forte, il y a quelque chose d'armure, quelque chose qui vous protège aussi, et pour plein de raisons. C'est-à-dire que après il y a le tori, c'est cette porte du temple comme ça, et quand on parle de ces légendes, le samouraï, la samouraï pour le coup, la samouraïne. On dit la samouraïne? Non, je ne sais pas. Très bien, je note. Attends, moi, tout ce que tu me dis, je prends note. Attention. Je bois tes paroles. Parce qu'il y a eu très peu de femmes samouraïs, il y en a eu, D'accord. Très, très peu. Et donc voilà, de cette porte comme ça, et donc d'écrire un endroit légendaire. Et ce qui est aussi très proche du Japon, c'est cette rencontre qu'on rencontre encore aujourd'hui d'une extrême modernité et un rapport à l'histoire extrêmement fort. La tradition et la modernité dans un seul endroit, et c'est ça aussi qui m'allait très bien. Voilà. Mais avec beaucoup de respect, d'accepter l'ignorance de ces choses-là, mais
je trouvais que c'était juste et qu'il fallait ça. Et j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup travaillé, mais je ne vais pas m'inventer spécialiste. Ah non, ce soir, non. Non. Oh, bon, je pensais qu'on allait enchaîner un petit peu sur en japonais, d'ailleurs. En langue japonaise, mais bien évidemment. Il y a quelque chose d'ancestral aussi, d'immuable, d'éternel, avec ta présence, non? Oui, et puis de fascinant. Le samouraï est un caractère, un héros, une héroïne, pour le coup, fascinant. Et pourtant, il y a de la mort derrière, il y a du combat. Et donc, Marianne Gillot, tu lui dis, tu seras un samouraï. Oui. Et alors? Ben oui. Oui, ok, très bien, merci Olivier. Bon, c'est pas mal quand même. Ok. Et donc tout ça, ça vous permet de créer une gestuelle. Des mots sont posés, du mouvement. Oui, surtout du mouvement. Tout de suite, je la déborde. J'attaque à tous les endroits. Donc, dans le mouvement, dans la pensée, dans la complicité. Puis moi, j'écris tout en partition. Et j'écris très vite la partition. Donc là, et là, c'est là où on voit. Tu prends beaucoup de notes, toi, toujours. Ah, énormément. Et puis surtout, j'écris beaucoup de j'aime la partition. Donc. Mais en fait, je vois aussi à un moment que ça n'aide plus. Donc, il faut réduire. Et il faut pas mettre en panique quand quelqu'un revient sur le plateau. Et est-ce que l'objet, c'est quoi? De montrer qu'on ne sait plus? Non, il faut montrer ce que l'on sait. Donc, c'est un équilibre. Il y a un accompagnement psychologique aussi, hein, même dans n'importe quel interprète. Comment on met un peu en danger et on rassure immédiatement pour pas laisser les gens rentrer chez eux en se disant mais en fait je vaux rien, mais non, pas du tout. Donc voilà, il y a tout un accompagnement psychologique et physique là-dessus, puis repartir en force physique aussi, hein, réinvestir le corps, le muscle, voilà, tout ça se réapprend, soit. Et elle t'a donné envie d'être quel chorégraphe? Est-ce qu'elle t'a fait évoluer là dans vos échanges? Je sais, oui, mais ça on le sait, je serai à ma mort. J'en sais rien, mais honnêtement, j'en sais rien. Quel chorégraphe, ça, les autres parlent pour moi. Ça m'intéresse pas de savoir. Mais c'est dans le dialogue du veau de corps. Est-ce qu'il y a des choses qui surgissent? C'est ce que j'ai envie de continuer de créer. Donc c'est gagné. Ouais. Ouais, je pense que oui, bien sûr, et j'ai envie que cette pièce prenne de la maturité parce que voilà, elle est jeune encore. Mais elle va bientôt être jouée. Oui, elle va être bientôt. Tu as hâte ou pas? Oui, bien sûr. Ou tu te dis non, il me faut du temps. Non, c'est fait, on est arrivé là. Je sais les endroits où on doit encore travailler et c'est normal. Et pas de problème, mais on y va, on est prêt. Oui, non, je ne m'échappe pas. Non. À la fin, il y a un sacrifice, hein, on connaît l'histoire. Ouais. Marianne Gillot disait que c'était pas forcément quelque chose d'agréable de mourir sur scène. Ouais. Vous en avez parlé de ça? On en a peu parlé parce qu'elle est très pudique aussi sur ces choses-là. Et oui, je comprends, mais c'est indispensable. Mais le sacre du printemps, c'est que voilà, il faut que l'été arrive. Hein, donc à un moment, il faut qu'il y ait un sacrifice. Oui, il est triomphant, il est sacrificiel mais je pense parce qu'il est sacrificiel dans ce que l'on est quand on est interprète, danseur, danseuse. Il y a quelque chose de absolument donné sans réserve et parce que je crois, voilà, là, après c'est pas trop dans l'air du temps, je le sais aussi, mais ça veut pas dire mourir, mais c'est d'y laisser des plumes, c'est-à-dire il faut saigner un peu. Mais ça ne veut pas dire se blesser. Il faut aller ouvrir sa petite plaie là. Et on va pas rentrer dans un mélodrame de bas de gamme. On va rentrer dans l'universalité de ce qui se dit pour que chacun puisse à un moment se dire mais en fait, ça me trouble moi, de ma vie à moi, pas de la personne qui est en face. Et c'est ça qu'il faut permettre. Donc tu dis il y a une première partie où elle se délaisse, deuxième partie elle se réinvente, c'est ça? Se sacrifie. Il se sacrifie. Oui, il y a un face-à-face avec la deuxième partie, c'est un face-à-face avec le public, les gens qui le regardent et elle, voilà qui je suis. C'est le numéro 3, il y en aura d'autres. Celui-ci, il a quelle saveur par rapport aux deux premiers? Les mots que tu as bien posés. Tu avais posé des mots. Alors j'en avais relevé quelques-uns. Qu'est-ce que j'avais mis? Devenir une légende, c'est être... Ah, pour celui-ci? Oui, pour celui-ci. Oui. Oui, parce que non, j'ai pas les notes d'intention. C'est être dépossédé. Voilà, c'est être dépossédé de sa destinée, c'est devenir le musée de soi-même, une galerie d'une collection permanente de l'œuvre de sa vie. Bien sûr, c'est le coma du vivant. C'est la figure de la légende à laquelle tu t'attaques avec Marianne Gillot. Absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité d'exister, de changer. On le voit dans le cinéma, c'est évidemment très marqué, mais
il y a déjà un sacrifice là qui a déjà été opéré. Oui. Et sans mourir, on est mort vivant. Et je trouve ça assez passionnant, terrible, mais passionnant. Et c'est ça qui est abordé. Et puis il y a autre chose, quelque chose que je trouve très, très... dont on a peu parlé d'ailleurs, sur l'étoile. Et quand l'étoile meurt, il nous faut des centaines d'années pour qu'elle s'éteigne, à nos yeux. Je trouve ça très beau. De la distance, le temps que la mort de l'étoile nous arrive, on pense encore qu'elle est vivante. Oui, donc il y a une forme aussi d'éternité. En tout cas pour les vivants. Ouais. Pas pour ceux qui sont étoiles. Oui, c'est une étoile qui brille tout simplement parce que celui qui la regarde ne sait d'elle qu'une seule chose, qu'elle est étoile, et cela lui suffit. De l'étoile au trou noir, une histoire de temps. Voilà, c'est ça la note d'intention de ce... Bah oui, c'est ça. Des mots que tu as envie de rajouter par rapport à ça? Bah non, sur les miens, je les ai... Mais c'est des mots que tu as posés toi. Ouais, l'étoile au trou noir, absolument. Ouais. Absolument. Donc oui, la saveur de celui-ci par rapport au premier. Aussi beau, aussi important, aussi troublant, aussi pour... Pareil, il n'a pas une saveur. Il a une saveur parce qu'il compose, je sais pas, j'ai déjà envie d'en faire d'autres, donc et je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas... Moi, après, j'aime bien les choses, j'ai fait une trilogie avec 4 pièces qui sont les pavés, là, il y a ça, je pense que je n'aurais jamais fini de questionner, et je pense que je vais aussi... Il y a de la rencontre humaine dans ces choses, donc elle me ramène et là, elle pose vraiment la question du monstre. Et tu seras où le soir de la première? T'es où, généralement? En général, dans un coin. Dans un coin? Dans un coin de la salle ou dans un coin des coulisses? Non, jamais dans les coulisses, ça appartient aux interprètes, ça. D'accord. Je ne rentre ni dans les loges, ni dans les coulisses, ça appartient aux interprètes, c'est leur liberté là, à ce moment-là, personne ne doit y toucher. Et non, je suis dans un petit coin de la salle, tranquille. Et tu prends des notes ou tu juste... Non, souvent je prends des notes. J'ai mon petit cahier. Très bien. Donc si on repère un jeune homme avec un cahier, c'est donc Olivier Dubois. Un journaliste de 25 ans. Pour brouiller les pistes. Pour brouiller les pistes. Bon, et alors après tout ça, tous ces sacs qui vont arriver, il y a encore des rêves de danse, des rêves XXL. Oui, bien sûr. Moi, j'ai envie de créer toujours pour un grand nombre d'interprètes sur scène. C'est mon écriture, elle prend tout son sens, ta force là. Le solo est autre chose. Plus du laboratoire de soi-même, mais vraiment j'aime profondément travailler avec une troupe et ensemble, et oui, ça j'ai très envie. Je pense pas soit pour la prochaine, celle d'après, et voilà. Et revenir sur scène, toi? Je danse encore un peu, mais je t'ai vu dans cette séance de chorégraphie. Ah oui, il y a ça, mais il y a toujours le solo pour sortir au jour qui tourne encore, oui, mais bien sûr. Oui, en fait, j'ai pas de problème, mon corps va bien, donc pas de souci. Après, c'est pas j'ai tellement dansé que je suis vraiment très en paix avec ça. Et après, là, par exemple, il y a peut-être une création sur laquelle je reviens, mais qui n'est pas sur l'ordre. Du coup, je ne vais pas commencer à envoyer les jambes et la technique et basta. On va être. Voilà, je vais chercher un peu autre chose. Mais, voilà. Ok, et une vie de danse, finalement, c'est une vie de quoi? Que tu remplis de quoi? Une vie de danse, une vie d'art, c'est une vie difficile. Hein. C'est une vie, c'est une vie qu'on ne mesure pas, mais je pense qu'une vie d'artiste, la famille, on fait des œuvres-vie en fait. Donc toute notre vie, toute ma vie, elle est dédiée à ça. Il n'y a pas un espace libre, il n'y a pas une nuit libre, rien. Et c'est un vampire. Un assassin sur pattes, mais on commence à apprendre à l'apprivoiser avec le temps. Qui est autour de toi, qui rôde. Tout le temps. Que tu as réussi à dompter. Oui, à peu près. Mais parce que je souris beaucoup, j'aime la vie, donc du coup, il n'arrive pas à tout avoir. Des mots que tu aimerais adresser à Marianne Gillot? Go girl! Go girl! Des mots qu'elle aimerait entendre juste avant. Il y en a plein. Mais ça, je pense que c'est... Non, je peux pas le dire. Parce que c'est quelque chose qui se dit... Tu les réserves à elle. D'accord. Non, je peux pas. Ok. Un grand merci. Merci infiniment, Olivier. Merci beaucoup. D'être là ce soir avec moi. Merci pour tes mots, posés pour la deuxième fois dans le podcast Tous Danseurs. Et on a hâte de voir... For God's only. Thank you. Thank you so You're much. Welcome. Bye. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation.
Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.